Le Cercle RH, votre débat quotidien avec ce sujet de la reconversion. Il est sur la table des cabinets de recrutement. Il est aux États-Unis, évidemment. Près de 5 millions d'Américains font le Be Quiet, c'est-à-dire qu'ils se filment pour dire je m'en vais, voilà, c'est fini. Je tourne la page. Donc ça dit quelque chose aussi de la mise en scène, de l'idée de raconter sa vie aussi. Qu'en est-il en France? On va faire le point, évidemment, avec des experts et expertes. Est-ce qu'on peut considérer que l'année 2022, c'est l'année de la reconversion? Évidemment, vous l'aurez compris, suite à 2 années de crise Covid, où certaines personnes se sont remises en question en profondeur. On en parle avec mes invités. Alexandra Petit-Signe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Consultante en développement professionnel à l'APEC, qui est une association. Absolument. On est bien d'accord. Vous étiez déjà venu sur le plateau nous parler justement de reconversion, si ma mémoire est bonne. Mais on poursuit ce sujet parce qu'on voudrait savoir où on en est exactement. Catherine Brennan, merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice des opérations chez Burdeo. Burdeo, alors qui est un cabinet, je ne dirais pas de bêtises, créé en 2010, qui est un leader en France en recrutement et chasse de tête spécialisé dans le développement durable. Et quand on dit développement durable, on dit sens, on dit des métiers comme ça où on se dit tiens, je vais travailler dans un secteur où je vais faire du bien à la planète. Et je pense que vous avez beaucoup de personnes qui ont peut-être quitté le tabac ou des métiers ou des secteurs extrêmement polluants, peut-être. Oui, je ne sais pas si c'est dans les secteurs que de vouloir donner un sens à ce qu'on fait et de se dire qu'on a un impact positif sur le monde dans lequel on... J'agis. Oui. J'agis. Et je vois concrètement les résultats de ce que je fais. C'est ça. Notre dernier invité est en visio et on le salue. Moustapha Benkalfat, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous accueillir. Ouais, très très bien. On est très heureux et on va parler d'un sujet assez important parce que je pense que c'est un peu le sujet de l'année dont vont faire face les cabinets. Fondateur de Jobtimis, qui est un jeu de mots dans l'écriture. Vous êtes un cabinet spécialisé dans le coaching et la reconversion professionnelle, donc on est en plein cœur du sujet. Et vous aviez sorti un livre paru en janvier, auto-édité, je vous félicite, un job en 30 jours. Une question simple à vous trois, qui êtes des experts, qui êtes confrontés à des personnes dans vos univers professionnels. Est-ce qu'on peut vivre, est-ce que l'on vit un phénomène équivalent à celui des États-Unis en matière de volonté de changer de travail, mais aussi de changer de vie? Est-ce que vous le ressentez, Alexandra? Oui, mais on l'a vu déjà en fait au début de cette crise. Il y a un phénomène vraiment où les personnes ont fait un retour sur eux, ont pris du recul par rapport à leur situation et vraiment ont aujourd'hui envie de donner davantage de sens. On a parlé déjà à l'APEC plusieurs fois au sujet des cas de cette quête de sens qui est vraiment très forte. Mais excusez-moi, ils en parlent ou ils le font? Parce qu'aux États-Unis, ils le font. Il y a beaucoup qui en parlent en France, mais franchir le pas, c'est autre chose. On voit beaucoup de reconversions professionnelles. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, nous, on accompagne donc au niveau national les cadres. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui, dans cette quête de sens, se lancent dans des projets vraiment de reconversion professionnelle. Et ils prennent le temps pour sécuriser leur parcours en venant nous voir et en organisant effectivement ce changement. Catherine Brennan, c'est les effets Covid. Vous les ressentez, ces effets Covid, parce que votre public, c'est les métiers du développement durable. Alors, nous, on l'a déjà vu avant le Covid. On était déjà sollicités par des personnes qui, peut-être en deuxième partie de carrière, se disaient, en fait, maintenant, j'ai envie de soit travailler dans une structure, soit avoir un job avec un impact que je peux voir et mesurer. Ils vivaient quoi avant, excusez-moi Catherine? C'était quoi? C'était type de métier, ça pouvait être des directeurs marketing, des responsables logistiques, des gens dans la finance et qui en fait se disent j'ai envie d'avoir un impact positif. Donc j'ai envie d'aller soit vers des entreprises dont c'est l'ADN, soit sur des postes RSE, développement durable, où je vais pouvoir porter ma pierre à l'édifice pour changer les choses. Moi, ce que j'ai remarqué depuis la crise Covid, c'est qu'on a peut-être plus ce discours et ces demandes de la part de profils plus jeunes. Ça commence de plus en plus jeune. Oui. C'est pas la quarantaine, vous savez, le démon professionnel où on se dit, allez, je balance tout. Là, c'est quoi, 25, 30 ans? Oui, après une première expérience de 4-5 ans. Dans une grande entreprise, on se dit non. Oui, c'est ça. Et avec aussi des demandes de sortir des grands centres urbains. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu arriver avec la crise Covid. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vu les départs de Paris qui se vident doucement de sa population aux dépens de métropoles qui cartonnent. Je pense évidemment à Nantes, mais pas seulement. Bordeaux, Tours, j'ai vu que ces villes, Le Mans, toutes celles qui avaient un TGV. Moustapha Benkalfat,
coaching, accompagnement, donc vous les prenez en main, en charge, ces salariés, c'est quoi? Comment on pourrait les définir, ces salariés? Ils ont le blues, ils se boostent, ils sont dans quel état d'esprit, ces salariés qui veulent se reconvertir? Alors, à la faveur du déconfinement, ils ont eu le temps de réfléchir tout d'abord. Donc, ils ont mené cette réflexion, ils se sont aperçus justement qu'ils avaient cette quête de sens. Il y a également des aspects matériels et pratiques, comme la possibilité d'être en télétravail, qui joue beaucoup. Et les dispositifs étatiques ont beaucoup aidé également, puisque les possibilités offertes désormais pour se reconvertir sont incomparables avec ce qu'elles furent jadis. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui ont le temps de réfléchir, qui sont financés ou partiellement financés, pourquoi pas en fait. Oui, vous soulevez un sujet qu'on va évoquer peut-être en fin d'émission, en dernière partie, sur les dispositifs institutionnels, parce que c'est vrai que quand on a des garde-fous et que on peut être formé, aidé financièrement, le risque est plus faible. Mais quand même, juste un petit focus sociologique sur les métiers, parce qu'on voit des gens qui quittent la finance, qui quittent des grands groupes, jeunes ou moins jeunes. J'ai quand même regardé, j'ai essayé d'affiner, il y a quand même beaucoup de personnes qui partent vers des métiers manuels, vers des métiers qui sont très 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 éloignés de ce qu'ils faisaient auparavant. On devient céramiste, vous évoquiez un exemple tout à l'heure d'un céramiste. Qu'est-ce qui le pousse? C'est quoi? C'est la liberté? C'est la créativité? C'est quoi l'idée? C'est aussi d'avoir laissé de côté des talents, d'avoir laissé de côté vraiment des aspirations qui n'étaient pas dans la logique forcément économique, en tout cas l'idée qu'on s'en fait bien sûr, et à ce moment-là, à ce moment de réflexion, donc à la faveur notamment du reconfinement et puis de ces moments où on est chez soi effectivement en télétravail, on se dit voilà, aujourd'hui j'ai des dispositifs qui sont à ma disposition, j'ai du temps pour mettre les choses en place, donc j'ai envie de donner le sens que je souhaite à ma vie. Juste un mot, c'est aussi des personnes, là je parle pour vous et Moustapha Benkalfat, des salariés qui acceptent de gagner moins. Enfin, il y a aussi quand même un enjeu financier. Ils sont aidés pour se reconvertir, mais globalement, ils partent du principe qu'ils ne vont pas forcément avoir le même salaire que quand ils étaient dans le grand groupe du CAC 40. Vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, pas toujours, dans la mesure où vous avez, par exemple, chez certains cadres, la compréhension d'une logique d'offre et de demande. Vous avez énormément de métiers qui rendent complètement chèvres les recruteurs, un business développeur, un spécialiste du commercial ou un spécialiste de la cybersécurité aujourd'hui. On va très très peu ergoter, l'embaucher, lui offrir des salaires particulièrement attractifs et des conditions sympas en termes de télétravail et autres. Donc, pour certaines personnes, le choix du cœur, qui va être un choix plutôt artistique, manuel, un choix de liberté absolue, par exemple, on fait une transition du salariat vers le statut d'indépendant, là oui, ils ont conscience justement des sacrifices financiers à faire. Parfois, le fait de quitter Paris en soi est déjà un progrès financier. Donc là encore, ils ont conscience que le même salaire, ou un salaire diminué de 30%. Oui, le même salaire en Angoulême, c'est bien. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est vrai que les dispositifs ont beaucoup évolué par rapport à ce que j'ai connu. Vous avez des formats très courts de formation. Aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, vous avez la logique bootcamp que j'avais découverte à New York il y a 12 ans et que j'avais eu beaucoup de mal à importer en France. À l'époque, j'ai pas réussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous avez ça partout. Vous pouvez devenir UX designer en 15 semaines. Je le sais bien puisque j'ai d'abord coaché mon épouse qui est désormais UX designer. Moustapha, excusez-moi, juste un mot. La reconversion, là, c'est intéressant parce qu'on change vraiment de métier. On n'est pas en train de nous vendre un peu du rêve, là, quand vous dites en 15 semaines, ça y est, il y a un petit côté slogan publicitaire. En 15 semaines, devenez... non, ça marche réellement? On peut vraiment le devenir? Non. Oui, on peut vraiment le devenir. Si vous voulez, la démonstration est faite depuis 2005-2006. Vous prenez des boîtes américaines. Ça fait 15 ans qu'elles font la démonstration qu'elles peuvent fabriquer du développeur, qu'elles peuvent fabriquer des gens qui sont capables de tout à fait performer dans les nouveaux métiers. Alors bien sûr, vous avez une transition, ça se fait pas en 15 semaines, vous avez acquis les bases. Et ensuite, vous évoluez. C'est ça. Mais un métier comme copywriter, par exemple, que vous devez bien connaître, aujourd'hui, il faut pondre une quantité de contenu énorme. Il faut pondre des contenus qui soient optimisés référencement. Donc tout ça, c'est en fait vraiment de la création de communication écrite en direction des moteurs de recherche.
Bon, ça, si vous voulez, c'est très compliqué de trouver quelqu'un de compétent, et les reconversions sont particulièrement intéressantes pour des gens qui ont fait des études de lettres, par exemple, alors qu'avant, elles étaient plutôt condamnées à des voies de garage. Catherine, chez Burdeo, il y a aussi cette plateforme là que vous avez mise en place sur des métiers dédiés aux indépendants, justement des métiers de la RSE et du développement durable. Dans la reconversion, il y a quand même l'idée beaucoup de je quitte un statut de salarié pour devenir indépendant, puisque c'est un des éléments, et je sais que ça représente quand même pas mal de monde. On a des chiffres, 6 salariés actifs en emploi sur 10 ont entrepris ou envisagent une reconversion professionnelle, ça c'est le premier chiffre, ça c'est pour des gens qui sont en activité, puis et là chez les demandeurs d'emploi c'est encore plus important, c'est 8 chômeurs sur 10 ont entrepris ou envisagent une reconversion professionnelle, et j'ai lu que parmi eux il y avait beaucoup de demandeurs d'emploi qui disaient je crée ma boîte. Est-ce que vous l'avez, ce phénomène-là? Alors, sur People for Impact, nous, on a des experts sur les sujets qu'on porte en RSE, en développement durable, qui sont des personnes qui, à un moment donné, soit parce qu'elles ont décidé de changer de localité, oui, on en revient tout le temps à ça. Oui, ont pris le statut d'indépendant parce que des postes en CDI n'existaient pas particulièrement dans leur bassin d'emploi. Là aussi, ce qui m'a étonnée avec ces professionnels indépendants, c'est qu'ils ne sont pas tous en troisième partie de carrière, comme j'avais pu l'imaginer au départ. Là aussi, on a des jeunes qui décident de faire ce parcours-là presque à la sortie d'études, parce qu'ils veulent rester en province, parce qu'ils veulent pouvoir se lâcher et avoir effectivement peut-être un autre métier. Donc c'est leur qualité de vie qui passe en premier là. Oui, et ça c'est important. C'est la volonté de pouvoir choisir les projets sur lesquels ils travaillent. Mais ça, ils me le disent souvent. Je veux pouvoir choisir le projet sur lequel je trouve intéressant philosophiquement. Vous avez vu, on avait un philosophe tout à l'heure qui nous parlait d'Aristote. Je trouve ça très intéressant parce qu'il nous expliquait qu'il y a une période, il y a une quarantaine d'années, il y a une forme de résignation. On allait au travail, on allait à l'usine, on allait dans les bureaux, sans trop se poser la question du sens. J'ai l'impression qu'il y a un effet loupe autour de cela. C'est-à-dire, je veux choisir ma vie, je veux choisir mon équilibre de vie. Ça, vous l'entendez chez ceux qui poussent la porte, qui disent pendant 20 ans, j'ai bossé, j'ai baissé la tête, c'est fini maintenant, je la relève. Mais ce phénomène quand même qui est assez nouveau, c'est, en tout cas nous, on le voit beaucoup à l'APEC, de jeunes professionnels ou de jeunes diplômés qui ont fait un parcours. École de commerce. Et qui se retrouvent dans des situations professionnelles qui ne leur conviennent pas. Alors probablement qu'avant, effectivement, ils faisaient avec. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont aussi pris conscience qu'on peut faire une reconversion professionnelle quand on est un jeune professionnel. On peut faire une reconversion professionnelle quand on démarre sa vie. Ouais, ce qui peut paraître paradoxal. On peut même travailler et démarrer un processus d'une démarche comme celle-ci à l'APEC. On a eu un invité hier qui travaillait dans un grand groupe et qui, en parallèle, avait créé son entreprise, en l'occurrence de séries télé et de scénarios, et pour ensuite le transformer définitivement en activité à temps plein. Il était notre invité hier sur le plateau. Mustapha et Alexandra, et Catherine aussi, bien sûr, vous parliez des dispositifs, parce que parlez-nous un peu très concrètement. Là, c'est institutionnel, vous dites, on n'a jamais eu des dispositifs aussi accompagnants, aussi encourageants à la reconversion. Juste, c'est quoi l'esprit? On pousse les gens à se reconvertir? C'est essayer de les ventiler sur les métiers pénuriques? C'est ça l'objectif? En tout cas, c'est de leur proposer, en tout cas dans ces dispositifs, ils ont la possibilité de quitter leur entreprise, donc de toucher effectivement le chômage et de pouvoir se former et accompagner évidemment un projet réel et sérieux. Donc, ça, vous le sculptez, ça. C'est notre travail effectivement c'est-à-dire, j'étais financier, j'étais trader, je vais élever des vaches et faire du lait bio. Vous dites c'est pas sérieux et crédible? Alors ça peut être tout à fait crédible. Après, on va travailler ensemble sur justement la crédibilité de leur projet, c'est-à-dire l'adéquation homme-projet, la façon dont ils vont développer cette démarche, la façon dont ils se sont informés aussi de la dynamique de marché. Donc c'est tout ce travail qu'on fait avec eux. Un vrai travail de chef d'entreprise, de benchmark, d'études de marché, de business plan. Quel est mon modèle économique? Et ça, on travaille avec eux dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Vous avez souri, Mustapha. Dans l'idée des institutions, il y a quand même l'idée de ventiler, d'accompagner des salariés qui sont dans des secteurs parfois un peu bouchés, dont on sait qu'ils seront sinistrés, et les emmener vers des secteurs plus en tension. Alors j'ai souri parce qu'un trader qui s'oriente vers le lait bio, a priori, va trader du lait. Mais bon, c'est ça qui m'a fait sourire. C'était peut-être pas le bon exemple. C'est ça. Ouais, il fait son champ de haricots verts, puis après il monte son usine et il devient un industriel du haricot vert. Si vous êtes producteur de lait, inquiétez-vous si vous voyez arriver des traders. Mais non, les dispositifs sont nombreux et existent. Alors,
En fait, dans une société qui évolue comme toutes nos sociétés évoluent, avec l'obsolescence extrêmement rapide de certains métiers et les problèmes pour pourvoir d'autres métiers, il en va presque de la paix sociale. Vous ne pouvez pas abandonner des millions de personnes au désespoir, et je pense que les États sérieux le savent très bien. La France donne beaucoup d'argent. La seule difficulté, c'est que pour sauter le pas, il faut une pédagogie, il faut accompagner les personnes dans leur processus de reconversion d'une meilleure manière, les rassurer, et pour obtenir cette motivation qui permette la réussite de cette reconversion, encore faut-il que le parcours soit beaucoup mieux fléché. Donc oui, vous avez des dispositifs, oui, il y a beaucoup d'argent qui est déversé, et ce sera, en fait, je pense que par rapport à des phénomènes comme les gilets jaunes, mais pas seulement en France, partout dans le monde, c'est tout simplement incontournable. Vous ne pouvez pas laisser des millions de personnes sur le carreau aussi vite. Or, il y a des jobs qui sont complètement voués à disparaître, mais à des vitesses qu'on n'a jamais connues jadis. Et des jobs, je parle beaucoup de la cybersécurité, avec une image, je vais essayer d'aller vite, mais on paye des policiers pour la paix sociale. En fait, dites-vous que la cybersécurité, si quelqu'un vous cambriole votre appartement, il a moins de chances de récupérer des sous que s'il cambriole votre téléphone. Évidemment. Or, a-t-on suffisamment de policiers du web? Non. Et on va en avoir besoin. Et vraiment, les besoins appellent à une formation et à une reconversion massive d'un sacré paquet de monde. Je vous ai vu sourire, Catherine, sur le volet, je dirais, très enjeu sociétal. On ne peut pas laisser des millions de Français, parce qu'on était dans la reconversion, je dirais, agréable, c'est-à-dire qu'on devient céramiste parce qu'on veut quitter son bureau, et là, on crée une activité. Je dirais que quelque part, il y a une forme de passion. Là, on est sorti un peu de ce débat-là. On est dans une reconversion, je dirais, fléchée, organisée, accompagnée par les pouvoirs publics. C'est ce que vous vivez aussi, j'imagine, dans ces nouveaux métiers autour du développement durable. Ou pas? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que au cours de ces 2 dernières années, il y a aussi un certain nombre d'outils en ligne qui ont vu le jour. C'est un des aspects positifs d'ailleurs du Covid, d'un nombre de formations, d'événements qui ont permis à un plus grand nombre de personnes de pouvoir monter en compétences, d'apprendre un certain nombre de choses et de se dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux poursuivre ma carrière. Donc ce n'est pas uniquement un fléchage, je dirais, social pour faire basculer de métiers totalement sinistrés ou qui disparaîtront vers des activités. Aussi. Si, parce qu'il faut le dire, la PEC accompagne des cadres sur ces sujets. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, les cadres et les salariés ont tout moyen de s'informer sur quand même les métiers qui arrivent, sur les nouveaux métiers émergents. En tout cas, la PEC... cyber, numérique... On produit des études sur justement le développement de ces métiers donc émergents. C'est lesquels? On est d'accord? La cyber, le numérique? Notamment, voilà. Bon, il y a toutes les fonctions commerciales aussi qui sont dans le digital, qui sont très, très... il y a beaucoup de travail et donc beaucoup de besoins. Donc aujourd'hui, je pense que les personnes, les cadres notamment, mais les salariés ont vraiment moyen d'aller chercher de l'information pour organiser leur reconversion en fonction effectivement de la logique de dynamique de marché et de leur goût, de leur appétence et de leur talent. Au risque de vous reposer la même question, les chiffres APEC, vous voyez une augmentation? Alors, on va avoir une étude en 2022 là, qui va sortir, parce qu'on est en train donc de collecter tous ces éléments. Et donc, là, vous sentez là, voilà, on va avoir. En tout cas, vous n'avez pas les chiffres encore. On n'a pas tout à fait les chiffres, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la tendance est quand même à la hausse. Il y a une vraie dynamique, en tout cas professionnelle. Il y a une grande dynamique des cadres aujourd'hui, en ce moment. Catherine, les métiers vers lesquels vous fléchez ceux qui poussent la porte de Bordeaux, c'est quoi ces nouveaux métiers dans le développement durable notamment? C'est quoi? C'est très vaste le développement durable. Oui, c'est très vaste. C'est un spectre très large. Oui, c'est très vaste, mais c'est ça qui le rend aussi enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'impact de plusieurs manières. Oui. Soit en n'oubliant pas sa première partie de carrière et sa valeur ajoutée et qu'on a pu développer, mais qu'on met au service d'un projet différent, d'un projet impact. Et puis dans les métiers natifs du développement durable, vous avez bien évidemment toujours ces métiers très transverses qui embarquent les collaborateurs vers plus de durabilité, mais vous avez de plus en plus des métiers qui deviennent très techniques sur des aspects très précis d'économie circulaire, de biodiversité, de bien-être animal, de finances, puisqu'il y a de plus en plus d'obligations pour les entreprises d'un point de vue financier. Donc la palette n'a pas terminé de grandir encore.
Donc les métiers dont on parle, on les connaît, mais on a encore des métiers devant nous qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a des nouveaux métiers qu'on ne connaît pas. Et dans 10 ans, on se dira, bah oui, tiens, il y a ces nouveaux métiers, on en a besoin. Moustapha, ça aussi, c'est un enjeu de reconversion très fort, parce que je ne dis pas qu'il faut revenir au Gosplan ou à la Datar, mais il faut quand même réfléchir un peu le monde à 20 ans. C'est de se dire, bon, bah voilà, on a une masse de cadres qui sont là, mais dans 20 ans, il faudra les mettre là. Et là, la reconversion, elle devient presque obligatoire. Je voudrais vous donner un exemple. Tout à fait d'accord, Sophie. Attendez, Catherine, terminez. Je voudrais vous donner un exemple précis. Je suis arrivée chez Burdeo il y a 3 ans. C'est pas très long, 3 ans. Et vous avez envie de partir déjà? Pas du tout. Pour être céramiste? Bah oui, bien sûr, dites-le. Peut-être pour aller faire du lait bio. Vous voyez qu'on est tous confrontés à ce sujet. Mais il y a un sujet à propos duquel on ne parlait pas, qui était celui de la data. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la data, même sur des sujets de développement durable et de RSE, ça devient important. Quand on parle d'affichage environnemental, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant sur les produits, eh bien, ça implique de savoir aller chercher de la data, interpréter cette data pour pouvoir la restituer dans quelque chose qui va faire sens pour le consommateur. Et là, il faut des techniciens, des ingénieurs, enfin, des spécialistes. C'est ça. Et il y a les fameux talents. Les fameux talents. Et il y a 3 ans, c'était pas dans nos radars. Moustapha, je vous pose la question à vous et Alexandra. Vous pensez que c'était humoristique pour faire un trait d'humour, mais on est tous traversés nous-mêmes, journalistes, par cette idée que est-ce que je suis sur le bon rail? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Est-ce que vous êtes gagné par ce sujet? Vous qui vous-même accompagnez, coachez au sein de votre entreprise J'Optimise. Et vous aussi, vous devez avoir la tentation de Venise parfois, non? Alors, vous ne savez pas si bien dire, puisque je postule pour un doctorat à la rentrée. Donc, je fais un doctorat sur le télétravail. Donc oui, j'ai eu cette tentation et je suis passé à l'acte tout en continuant avec J'Optimise. Donc, c'était une transition. Enfin, nous, pour donner un chiffre, on est passé de 15% des clients qui nous contactaient pour la reconversion professionnelle à 80%. Colossal. Donc quand même, c'est colossal, ouais. Et donc effectivement, vous avez ça. Le truc, c'est qu'il faut avoir une approche un peu entrepreneuriale, je dirais, par rapport à l'analyse d'une reconversion. Tout ce qui est dysfonctionnel et lourd, enfin gravement dysfonctionnel, va nécessiter des ajustements. Donc on parle du web, du cyber, etc. Mais quand vous avez des gamins qui sont restés à la maison, qui ont eu des scolarités qui ont quand même été sacrément perturbées. Donc évidemment, les enfants de cadres ou les enfants de de parents qui s'occupent bien d'eux, tout ira bien, et les autres. Et donc, je peux dès aujourd'hui faire le pari d'une quantité de dysfonctionnements qui sont déjà là. En fait, quand vous parlez de 20 ans, non, pas 20 ans, 20 mois, et encore. Oui, ça va très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais oui. Ouais, je suis très 20e siècle, hein. Non. Mais disons que, par exemple, en termes de santé mentale, je ne sais pas pour vous, mais moi, autour de moi, c'est un chaos terrible. Et dans les entreprises, quand je discute avec des chefs d'entreprise, petites ou grandes ou très grandes, c'est une inquiétude qui grandit. Un exemple, c'est la psychiatrie. Je me souviens d'avoir fait une réunion avec toutes les équipes de J'Optimise en disant aujourd'hui, la psychiatrie est un sujet RH, pas la psychologie, la psychiatrie. Et on est dedans. La psychiatrie, on est dedans. Bah oui. Alexandre, comment on fait pour gérer quelqu'un qui est... Bien sûr, Alexandra, là, il soulève un sujet de fond parce qu'on est passé de la reconversion, je dirais, agréable, presque fun. C'est-à-dire qu'on va dans une ville en province, on s'installe différemment. Là, on est sur des sujets moins fun quand même. C'est une reconversion qui est liée à des salariés qui sont en burn-out, en pétage de plomb, en difficulté et qui, presque par la force des choses, doivent changer d'air, quoi. Mais souvent, vous les voyez, ceux-là aussi. C'est aussi au travers justement d'un travail de veille qu'on fait, hein, vous tous, hein, pour réfléchir à l'avenir de nos métiers, à la façon dont on va se positionner et de pouvoir se former, hein, pourquoi pas, sur le sujet du télétravail qui est un sujet clé aujourd'hui. Donc, on a effectivement ce travail indispensable à faire de réfléchir à... Il y a une usure ou pas? Parce que Moustapha, il soulève une chose importante. Il dit que la psychiatrie est un élément RH. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, on l'a traité plusieurs fois. Il y a une usure des cadres aujourd'hui qui vient justement accélérer un peu plus le processus de reconversion. Est-ce que vous le sentez? Aujourd'hui, ce qu'on constate en tout cas, c'est que toute cette période, effectivement, qui a quand même apporté une grande transition, hein, dans le marché du travail, aujourd'hui,
il y a de nombreux postes à pourvoir et ça n'a pas émoussé en tout cas la volonté, le dynamisme de changement et d'évolution. Et en plus, il y a des marchés pénuriques qui font qu'il y a vraiment... J'allais le dire, sur un marché porteur. Beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont dans le mouvement. Merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau, merci à vous Catherine Brennan, directrice des opérations chez Byrdeo. Je ne sais pas si elle a envie de se reconvertir, elle ne nous a pas répondu. Mais je l'ai déjà fait. Mais elle l'a déjà fait, voilà, il y a 10 ans. Bah voilà, on saura tout. Merci Alexandra Petit-Signe, consultante en développement professionnel à l'APEC, qui est une association qui accompagne les cadres du privé pour une reconversion. Qui accompagne tous les cadres. Et tous les cadres, et du public aussi. Du secteur privé, et donc dans le cadre, on l'a dit, au niveau national du Conseil en évolution professionnelle. Absolument, avec des dispositifs, allez donc vous renseigner parce qu'ils existent, ils peuvent vous accompagner financièrement. Merci à Moustapha Benkalfat, vous êtes le fondateur de Jobtimize et lui a fendu l'armure et nous a dit qu'il allait entamer un doctorat dans quelle matière d'ailleurs ? Télétravail. En télétravail, donc en fait là justement, on en est au stade du débat, sciences de gestion, sociologie. Je n'avais pas entendu le mot télétravail. Donc un doctorat sur le télétravail, donc vous allez nous apporter de la valeur. Vous viendrez nous en parler sur le plateau de Smart Job parce qu'on a envie d'en savoir plus avec sur les retombées de ce télétravail sur les salariés. Merci à vous trois, merci de nous avoir éclairés. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au process de recrutement. Alors c'est quelque chose de très mécanique, entreprise de recrutement qu'on leur process. Et bien l'expert qui va venir en plateau nous dit, allez, on renverse la table, on change tout, on en parle.